2024, la M57 s'impose à toutes les communes. Alors, pour les communes de moins de 3500 habitants, l'impact sera moindre, parce que ce sont tous celles qui sont au-dessus de 3500 habitants qui devront adopter une M57 pleine et entière. Pour les communes de moins de 3500 habitants, ce sera une maquette un peu allégée. Quoi qu'il en soit, on vous en parle ce soir à travers cette délibération qui a vocation à nous engager dans quelque chose d'un peu, pas expérimental, mais prospectif, de façon, encore une fois, à ne pas se retrouver mal pris d'ici un an ou deux. David, je te laisse expliquer justement ce point. Mais il faut d'abord qu'on vote. Ouais. Donc, le préalable, c'est de voter le point qui a été évoqué par David, et ensuite on passe à la question suivante qui est complètement libre. Donc, il manque le vote de Bertrand, JPM, Michael Lecartier. Voilà. Donc, nous avons l'unanimité et je... Donc, comme le président vous l'a dit sur l'introduction, je ne vais pas revenir dessus. Donc, ce qui vous est proposé sur ce soir, surtout, c'est d'être dans cette anticipation et de faire un peu office de bon élève vis-à-vis de la des services de l'État pour pouvoir être accompagnés le plus possible, sachant que leurs moyens humains sont de moins en moins présents et que du coup ça risque de poser des difficultés. Et donc on veut s'engager dans une démarche plutôt proactive et au lieu d'attendre le 1er janvier 2024, de plutôt essayer de se donner comme objectif l'échéance du 1er janvier 2023. Donc on vous rappelle dans la note un certain nombre de choses, je ne vais pas revenir dessus. On rappelle que les régions, départements et établissements publics, certains sont déjà passés à la M57 depuis le 1er janvier 2015. Donc il vient maintenant sur des strates différentes que sont les collectivités locales. Donc les communes de plus de 3500 habitants seront aussi concernées par ça. Les moins de 3500 pour l'instant, nous n'avons pas d'indication de savoir ce que sera cette M57. Ce sera peut-être comme une M14 simplifiée ou M57 simplifiée. On peut avoir des éléments de réponse. D'accord. Donc on a... Voilà, c'est pas encore voté, mais on parle d'une M57 abrégée. Pas simplifiée, mais abrégée, pour le coup. Donc on vous rappelle que le référentiel M57 étend à toutes les collectivités et des règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions, offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Ainsi, en matière de gestion pluriannuelle des crédits, définition des autorisations de programme et des autorisations d'engagement, vote d'autorisation de programme et d'autorisation d'engagement lors de l'adoption du budget. En matière de fongibilité des crédits, faculté pour l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédit entre chapitres, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, pour le 0,12. En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues, vote par l'organe délibérant, d'autorisation de programme, d'autorisation d'engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de chacune des sections. Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BPN-1 ne sera pas enseignée car appartenant à une autre nomenclature comptable. Donc, candidature pour l'expérimentation au compte financier unique. Le CFU a la vocation à devenir la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise plusieurs objectifs: favoriser la transparence, ça veut dire qu'avant on n'y était pas, et la lisibilité de l'information financière. Améliorer la qualité des comptes, simplifier le processus administratif entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives. En mettant davantage en exergue les données comptables à côté des données budgétaires, le CFU permettra de mieux éclairer les assemblées délibérantes et pourra ainsi contribuer à enrichir le débat démocratique sur les finances locales. À terme, le CFU et le rapport sur le CFU, composant un bloc cohérent participant avec les données ouvertes, open data, à moderniser l'information financière des collectivités. La transmission du compte financier unique aux représentants de l'État aux fins du contrôle budgétaire sera effectuée par la collectivité par voie dématérialisée dans l'application acte budgétaire. Donc le passage à la M57 étant un préalable indispensable, il est proposé de candidater à l'expérimentation du CFU à partir de l'exercice comptable 2023
et de proposer aux communes membres de la communauté d'agglomération qui le souhaitent de bénéficier aussi d'un accompagnement personnalisé, mutualisé, en lien avec notre trésorerie. Où là, il y a un vrai travail commun à avoir, surtout sur nos inventaires. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, c'est plus de 11 000 lignes d'inventaire sur le budget général. On a 10 000 lignes d'inventaire sur le budget général et 2 500 sur l'assainissement. Donc il va falloir y pointer tout ça pour voir si la valeur réelle aujourd'hui correspond bien à la valeur comptable que nous avons, aussi bien de notre côté que vis-à-vis de la trésorerie. Et il y aura du rééquilibrage. Et quand on voit les régions qui y sont passées, on voit qu'il y a des grosses différences, il faudra rééquilibrer tout ça. Voilà. Mais au moins à la fin, on aura une valeur réelle de nos actifs et pas une valeur théorique telle que présentée actuellement. Alors on parle du patrimoine qui est inventorié, mais on pourrait parler aussi de celui qui n'est pas. On a des inventaires qui sont pas forcément tout à fait à jour, donc il y a un gros travail d'enquête à mener, n'est-ce pas, Monsieur Bétou. Donc voilà, ce qui est proposé ce soir, c'est de rentrer dans une démarche qui nous permet d'anticiper le coût, de se préparer, parce que c'est un véritable challenge que l'État nous impose en changeant nos habitudes comptables ordinaires. Et puis surtout, ça bouleverse notre relation avec la trésorerie qui disparaît, purement et simplement, et qui finalement, pardon, pas encore, mais c'est un peu l'objectif à terme. Et puis surtout, j'attire l'attention des maires qui sont présents dans la salle sur l'augmentation de leur responsabilité face à leur comptabilité communale et intercommunale. Je serais tenté de dire que le trésorier était le garde-fou, finalement, en tout cas le garant pénalement responsable de l'utilisation des fonds publics de telle ou telle commune, de tel ou tel PCI. Demain, avec cette réforme, le trésorier disparaît et c'est bien l'élu, le maire ou le président de l'EPCI qui est responsable comptablement du bon usage, ou pas d'ailleurs, des deniers publics. On voit bien dans la notice qui est présentée que l'État ne conserve qu'une mission de contrôle. Donc autant dire qu'il va falloir que nous nous musclions en interne de façon à être au carré le plus vite possible. Donc c'est un énorme challenge. Certains diront, tiens, c'est encore un désengagement de l'État vis-à-vis des collectivités locales. En effet, on peut l'interpréter comme ça. Mais malheureusement, ce n'est pas nous qui dictons les règles du jeu, nous ne pouvons que les appliquer. Donc autant nous préparer à cette réalité. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de compléments d'information? Je vous rassure, c'est un sujet, c'est un peu comme les déchets. On reviendra, on aura l'occasion de revenir dessus. En tout cas, ce que l'on souhaite, c'est quelque chose qu'on a imaginé avec David Juquin, avec différents collègues, avec Hervé Boutet, donc qui est excusé ce soir, et Nicolas Bétou. L'idée, c'est vraiment d'organiser les choses de façon à ce que les communes puissent bénéficier de notre climat communautaire, pour tous se préparer à cette évolution. J'ai tendance à qualifier de révolution, parce que c'est une vraie révolution dans l'augmentation même de ce que l'on peut se faire des finances publiques, en tout cas à l'échelle de nos communes. Voilà, donc ce qu'on propose, c'est d'anticiper le coût et de se lancer dans cette démarche expérimentale avec accompagnement spécifique de tout. Et Beauvoir nous a devancé parce qu'ils ont déjà voté. Très bien. Bien, écoutez, oui, Jackie. Simplement, est-ce qu'on peut avoir une idée des communes qui seraient prêtes à s'inscrire dans cette démarche de 57? Ah mais toutes par la force des choses. Oui, mais de façon... Ah oui, bah après, on verra au fil de l'eau celles qui sont intéressées. Il y a un courrier qui va partir, on attend la délibération de ce soir pour envoyer un courrier aux communes membres pour voir potentiellement quelles sont les communes. Je pense qu'il vaut mieux que vous délibériez dans vos conseils municipaux respectifs pour avoir une majorité. Je pense que tout le monde est plutôt proactif dans ce sens-là, donc il y a un courrier qui vous sera envoyé dès que la délibération sera passée. Oui, Marc. Donc, le parc et Beauvoir sont déjà sur les rails, les loges marchent aussi. Il y en a d'autres Reims, Sacé et Tanis et Emelin. Donc voilà, il y a quelques communes qui sont déjà engagées dans la démarche.
Bon, écoutez, on passe au vote si vous voulez bien. Donc il reste André, Gauthier et Richard Zourek. Voilà, donc nous avons l'unanimité. Nous vous remercions. Le point suivant, dernier point finance, donc c'est les décisions modificatives sur le budget principal et budget. Donc des choses qu'on a déjà délibérées préalablement et donc qui nécessitent des décisions modificatives budgétaires. Donc sur le budget principal, vous retrouvez les facturations loyer musique expérience de 8 000 €. Il y a aussi le paiement d'une facture pour la société Contact à hauteur de 8 000 € pour des honoraires. L'impulsion relance Normandie, donc, qui doit passer cette fois-ci en charge exceptionnelle. Normalement, on devait le passer en investissement, c'est ce qu'on nous avait donné comme possibilité, mais finalement, on doit passer en fonctionnement. Je rappelle que cette impulsion relance Normandie, c'est ce que la comité d'agglomération s'est engagée à accompagner pour les entreprises qui ne rentraient pas dans les aides d'État pendant la période de Covid. Et à chaque fois qu'une collectivité mettait 1 €, 63 900 pour le coup, la région Normandie aidait aussi à la même hauteur. Donc ça permettait d'aider des entreprises qui étaient un petit peu, qui passaient à travers les mailles des aides d'État, notamment celles qui avaient été créées juste avant l'apparition du Covid. Ensuite, donc, on retrouve en recette les 8 000 € d'encaissement des loyers musique expérience, la régularisation du FPIC qu'on a vu tout à l'heure pour 81 000 €. Sur la partie investissement, on souhaite, vu qu'on est toujours dans les demandes de subventions en cours, essayer de verdir un peu plus notre parc en ajoutant 64 000 € pour l'acquisition de véhicules électriques. Pareil pour la partie déchets pour 32 000 €, qui est toujours dans le budget général, je le rappelle. On retrouve la délibération du 1069 pour 240 000 € pour le sol pour le passage à la M57. En autre immobilisation, alors on a toute une volée d'immobilisation qui concerne la transmission à l'EPIC national, notamment sur les barrières du Mont-Saint-Michel et les vidéos du Mont-Saint-Michel, avec les régularisations. Il y avait des recettes à l'époque, à hauteur de 80% sur ces opérations-là. Et sur la partie recettes d'investissement, on ajuste par un besoin d'emprunt à 366 000 et on retrouve les amortissements de la vidéo et des barrières et les 63 900 € qui étaient prévus en investissement pour l'impulsion relance Normandie, mais qui est passé en fonctionnement. Et on reprend 33 573 d'un virement de la section de fonctionnement. Voilà pour le budget général. J'enchaîne vite fait et après je pourrai répondre à vos questions sur la partie assainissement collectif, où ce sont des petites régularisations à hauteur de 1 500 € pour une sous-traitance générale, des créances à admission en valeur pour 3 000 €, une valeur comptable de l'enrôleur pour 13 313 €, une vente d'un enrôleur pour 1 500 €. C'est là où on voit un peu la différence entre l'amortissement constaté et la valeur réelle du bien tel qu'il est. Il est noté 13 313, une vente de 1 500 dans les faits. Donc voilà, et c'est ce qui vous est présenté comme décision modificative. Si vous avez des questions. Alors, il reste Stéphane Graal, Nathalie Palacier, et nous serons complets. Voilà, parfait. Donc nous avons l'unanimité. Dernier point, donc rapport sur les actions mises en œuvre suite à ce fameux rapport de la Chambre générale des comptes. Ça, c'est une obligation réglementaire aussi, et David a tout vous dire. Alors je m'excuse, c'est le dernier point, il va y avoir un petit peu de lecture quand même. Je vais essayer de faire autant que faire se peut. Ce qui compte, c'est que vous avez bien les clés, enfin les réponses exactes qui ont été apportées. Donc on vous rappelle que la communauté d'agglomération a fait l'objet d'un contrôle de sa gestion par la Chambre régionale des comptes sur les années 2017-2018.
La CRC a arrêté le rapport d'observation définitive le 20 février et l'a transmis à la communauté d'agglomération le 22 avril 2020. En application des dispositifs des différents articles des juridictions financières, le rapport définitif a été présenté en conseil communautaire du 10 septembre 2020, puis transmis aux communes membres. Dorénavant, en application du code des juridictions financières, l'EPIC doit produire un rapport dans lequel il présente les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la CRC. Les rapports produits par les collectivités sont ensuite présentés sous la forme d'une synthèse par le président de la CRC devant la conférence territoriale de l'action publique. Ce rapport est présenté sous la forme suivante. A. Des actions engagées suite aux principales recommandations de la CRC. B. Des actions engagées suite aux principales obligations de faire de la CRC. Et 3. Les autres actions engagées suite à l'observation de la CRC. Donc, concernant les actions engagées suite aux principales recommandations, il avait été noté procéder au contrôle effectif des délégations de services publics avec l'observation d'un manque de contrôle des DSP de la part de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération a mis en œuvre des mesures rapides permettant de renforcer son contrôle des délégations de services publics, notamment avec la création de la CCSPL par délibération du 29 juillet 2020. Les membres ont quant à eux été désignés par délibération en date du 30 septembre et 18 février 2021. Pour rappel, la CCSPL examine chaque année les rapports annuels produits par les délégataires qui comportent les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de cession et l'analyse des qualités des ouvrages ou des services. Les rapports sur les prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement, sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères. Une réorganisation interne de la collectivité pour renforcer les moyens humains nécessaires au contrôle des satellites. La communauté d'agglomération a fait le choix par délibération en date du 15 avril 2021 de créer une direction spécifique, performance publique, contrôle de gestion. Cette nouvelle direction sera chargée notamment du contrôle des DSP sur les points suivants. Le bon respect des clauses financières, l'examen des comptes de délégataires avec une analyse poste par poste, la gestion du patrimoine par le délégataire, l'impact financier et comptable de la gestion du patrimoine. Elle sera en outre chargée de renégocier les DSP en cours et d'étudier les éventuelles sorties et ou renouvellements en concertation avec les directions thématiques. Enfin, cette nouvelle direction est chargée de mettre en place les outils d'analyse et de suivi des DSP pendant l'exploitation. Et la personne commence le 2 octobre. Mettre en place un règlement d'attribution des aides accordées au secteur associatif. L'observation de la CRC recommande à l'EPCI d'établir un règlement d'attribution des aides qui aiderait les différents partenaires à dialoguer entre eux. Donc les actions engagées, les premiers travaux réalisés par la communauté d'agglomération a été la mise en place d'une plateforme dématérialisée pour que les associations puissent déposer leurs demandes de subvention. La demande est accompagnée d'un justificatif réglementaire obligatoire, statut, plan de financement, descriptif de la demande. Le deuxième volet relatif au règlement d'attribution des aides a été engagé au cours du premier trimestre de 2021 avec un projet de règlement en cours de rédaction. L'information relative aux subventions au tissu associatif n'est pas suffisante puisqu'elle ne mentionne pas les aides en nature. C'est ce qu'on parlait un petit peu tout à l'heure, mise à disposition d'agents, de locaux ou de matériel. La communauté d'agglomération va rajouter sur son site en ligne un onglet demande en nature, ce qui permettra de recenser les mises à disposition effectuées auprès des associations. Par ailleurs, en parallèle, les services de la communauté d'agglomération vont recenser les équipements et le matériel mis à disposition des associations, et nous l'avons vu tout à l'heure avec Musique Expérience. Concernant la situation financière, observation de la CRC, veiller à la situation financière des structures dans lesquelles la communauté est impliquée. Un travail est engagé par ordre de priorité et de risque pour la communauté d'agglomération. La SEM Synergie a fait l'objet d'un examen prioritaire et attentif. Considérant que la situation financière de la SEM est difficile, le paiement de ses loyers à la communauté d'agglomération au titre des baux à construction n'est plus assuré et son incapacité à payer ses taxes foncières également. L'essentiel de ces dépenses concerne la rémunération de prestations extérieures, comptables, experts comptables, commissaires aux comptes, conseils juridiques. La SEM Synergie n'apporte pas de plus-value en termes de commercialisation de l'écoparc économique. Il a été fait le choix par délibération en date du 27 février 2020 de dissoudre la SEM. Compte tenu de la complexité du montage financier de cette opération, la dissolution a fait l'objet d'une demande de rescrit fiscal en cours. Enfin, la direction de la performance publique, contrôle de gestion récemment créée, est chargée de contrôler la situation financière des autres satellites communautaires, type syndicat manche numérique, PETR, etc. Actions concernant les engagés suite aux principales obligations de faire. Dans le rapport, il avait été mentionné que les orientations budgétaires doivent contenir les rubriques énumérées par l'article du Code des collectivités territoriales.
Donc le débat d'orientation budgétaire de la communauté d'agglomération s'est tenu lors du conseil communautaire du 18 février 2021, soit dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif du 15 avril. Conformément à la réglementation, une délibération a été adoptée pour prendre acte de la tenue du DOB puis transmise au contrôle de légalité. Pour les EPCI qui prennent au moins une commune de 3500 habitants et plus, l'article prévoit que le DOB doit mentionner un certain nombre d'éléments. Ces éléments figurent aux pages suivantes du DOB 2021 de l'agglomération: les évolutions prévisionnelles des dépenses et recettes en fonctionnement, les niveaux des dépenses d'investissement ainsi que les engagements pluriannuels d'investissement, les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité et de subvention, les informations relatives à la structure de la gestion de l'encours de la dette, la structure des effectifs, les dépenses de personnel comportant notamment les éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature. La durée effective du travail, non précisée dans le DOB, car la collectivité est au régime réglementaire des 1607 heures annuellement. Le travail sur un schéma de mutualisation. Sur la fiabilité des comptes toujours. Nécessité de constituer l'inventaire du patrimoine, de mettre en concordance avec l'état d'actifs. Suite à la fusion des EPCI, la communauté d'agglomération a hérité de l'actif et du passif de chacune des collectivités fusionnées. Bien qu'obligatoire réglementairement, les inventaires des EPCI étaient tous imparfaits, avec des différences entre l'état d'actifs tenu par l'ordonnateur et le comptable. En termes de charge de travail, il a été fait le choix de traiter la problématique de l'actif à partir de l'année 2020 pour laisser la place au traitement des dossiers prioritaires et sensibles au niveau financier, fiscal et comptable. On parle de neutralité fiscale, travaux de la CLECT, base de cotisation foncière, redressement de la situation financière de la collectivité, mise en place des politiques d'exonération, comptabilité d'engagement, l'abattoir de Saint-Hilaire et l'écoparc. Au total, la communauté d'agglomération compte près de 14 500 biens, répartis sur 10 budgets principalement. Sur le budget principal, 11 000 et le budget annexe assainissement collectif 2500. Conformément au calendrier prévu, le travail a débuté en 2020 et se déroule en plusieurs étapes. Contrepassation des dotations aux amortissements effectués depuis la fusion. Sans inventaire comptable précis, la communauté d'agglomération a constaté la dépréciation de ses actifs en référence au volume des dotations aux amortissements des ex-EPCI. Pour repartir sur une base réelle, la communauté d'agglomération a contrepassé en 2020 par opération d'ordre budgétaire des dotations aux amortissements effectuées depuis la fusion. Mise en adéquation de l'inventaire avec le comptable, cette étape consiste en l'intégration de l'inventaire du comptable public dans l'application EIS-Edit de l'ordonnateur. Cette étape a nécessité un développement spécifique pour intégrer le fichier de la trésorerie ainsi qu'un accompagnement par notre prestataire Berger Leroux. Engagé en 2020, ce travail doit être finalisé en 2021 sur l'ensemble des budgets communautaires, de sorte à ce que la dotation aux amortissements générée par l'application IS-Edit puisse être ventilée automatiquement sur les biens figurant à l'inventaire du comptable. Le calendrier de cette étape correspond aux factures payées à notre prestataire. On en a déjà pour 7 330 €. La mise à jour de l'actif en lien avec le patrimoine physique. Une fois la concordance exacte entre l'actif et l'ordonnateur et du comptable effectué, il est prévu de réaliser de concert avec la trésorerie l'intégration des comptes 23 au compte d'imputation définitif, fin d'année 2021, la mise à jour de l'inventaire de la collectivité, sortie des biens qui ne sont plus dans le patrimoine de l'agglo à partir de l'année 2022. Nécessité de constituer des dotations de provision pour les différents risques, qu'ils soient liés à des contentieux ou des dépréciations d'actifs. La communauté d'agglomération a abordé cette obligation réglementaire de manière pragmatique. En théorie, chaque créance devra être analysée de manière individuelle. Cette méthode, bien que précise, nécessiterait un travail important au regard du nombre de factures émises par la communauté d'agglomération. C'est pourquoi, comme l'autorise la réglementation, il a été fait le choix d'adopter 2 méthodes. Pour les créances intérieures à N-2, la communauté d'agglomération provisionne un montant égal à 15% des restes à recouvrer. Il s'agit souvent de créances de faible montant. Ainsi, pour 2021, la communauté d'agglomération a provisionné dans son budget primitif 25 900 €, ce qui correspond à 15% des créances non recouvrées avant 2019. Pour les créances douteuses dites sensibles, en cas de non-règlement des sommes dues ou en cas de litige, la communauté d'agglomération provisionne le risque. Cela a été le cas pour le dossier de l'abattoir de Saint-Hilaire-du-Harcouët, avec une créance ASH pour 180 000 € et un contentieux suite à une panne de frein pour 200 000 €. L'objectif en mixant les 2 méthodes est d'aboutir à une évaluation la plus précise possible du montant de la provision des créances du fait de leur irrécouvrabilité. Autre action engagée suite aux observations de la CRC,
Les EPCI sont tenus en application du Code des collectivités territoriales d'élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable dont le contenu est précisé du même code. Ce document doit être présenté par l'organe délibérant préalablement au débat sur le projet de budget annuel. La CRC a mentionné que le rapport de développement durable n'a pas été établi par la communauté d'agglomération. Pour l'année 2021, ce rapport a été présenté préalablement au débat d'orientation budgétaire et a fait l'objet d'une délibération. La voirie communautaire. La CRC a constaté que selon les statuts sont d'intérêt communautaire, les voiries des zones d'activité communautaire ainsi qu'un agglomérat de petites portions de voirie qui desservent les dites zones d'activité. Un travail de toilettage des statuts a été engagé au sein de la communauté d'agglomération pour restituer certaines voiries et, le cas échéant, l'entretien et la gestion des zones d'activité finalisées. L'inventaire et l'état d'actifs. Outre les remarques effectuées par la Chambre sur l'état d'actifs, elle n'a pas été en mesure de retracer la valeur de la zone d'activité des coparcs de Chêneauloux. La Chambre a relevé que cette zone a été financée sur des supports budgétaires multiples. Un état extra-comptable a été réalisé pour reconstituer le coût de revient de la zone d'activité des coparcs. La deuxième étape consiste en la régularisation par opération comptable, de sorte à reconstituer le stock de terrain de la zone d'activité. Concernant la programmation des investissements, la CRC a relevé que la communauté d'agglomération ne disposait pas en 2020 d'un PPI. L'organe délibérant se retrouve ainsi privé d'un outil global de pilotage relatif à la programmation et l'exécution de cette politique d'investissement. Un tel outil aurait pourtant donné une vision prospective et synthétique aux élus, améliorant la visibilité financière à moyen terme de la communauté, en soutien aux documents contractuels, comme par exemple la contrat de réhabilité, le contrat de vie ou la DAP. Par délibération du 15 avril, la communauté d'agglomération a approuvé un PPI d'investissement de 100 millions d'euros pour la période 2021-2026. Ce document stratégique sera mis à jour tous les ans au moment du débat d'orientation budgétaire pour informer les élus de l'avancement des projets votés. Il permet en outre d'améliorer la gestion financière de la collectivité en ajustant le besoin d'emprunt au réel besoin d'investissement de la collectivité. Par sa situation financière, la communauté d'agglomération a abordé l'année 2019 sous des auspices difficiles. L'augmentation des charges de fonctionnement est plus rapide que celle des recettes. L'autofinancement dégagé ne permet ni de réaliser des investissements auxquels s'est engagée les communautés de communes avant le 1er janvier 2017, ni de satisfaire à celles qu'elle envisage dans le cadre de ses propres projets. De nouvelles charges peuvent également résulter des risques issus de la gestion passée. Donc depuis 2019, vous avez un graphique qui vous rappelle les actions qui ont été engagées, le choix d'une gestion maîtrisée de nos dépenses de fonctionnement. Donc vous voyez qu'en 2020, la situation s'est bien améliorée. Je ne vais pas rentrer dans le détail du tableau. Je vous l'avais déjà présenté lors du débat d'orientation budgétaire. Et la collectivité s'est désendettée. Et vous avez les ratios de désendettement, du capital restendu, des emprunts pour l'année 2020. La CRC a relevé un certain nombre de manquements quant à la DSP abattoir. Le caractère succinct des comptes rendus, l'activité de l'exploitant et les imprécisions dans la présentation faite devant la commission d'examen des délégations, un manque de contrôle de la délégation de service public, l'absence d'inventaire des biens mis en délégation, la légitimité et la légalité de la subvention exceptionnelle de 60 000 € perçue en 2018, le déficit de trésorerie du budget annexe en 2018 avec le compte 451 qui devient créditeur, le budget principal apporte de la trésorerie au budget annexe. Par courrier en date du 12 novembre 2020, la communauté d'agglomération a interrogé la préfecture pour connaître le caractère légal d'une subvention du budget général au budget annexe abattoir visant à couvrir le déficit de fonctionnement, puisque les recettes des usagers ne permettent pas de couvrir les dépenses de fonctionnement du service, 450 000 € par an. Faire une avance de trésorerie du budget principal au budget annexe, abonder le budget annexe pour couvrir le financement des investissements d'1 625 000. Par courrier en date du 18 novembre 2020, la préfecture a répondu que le projet de délibération contrevient aux dispositions réglementaires sur les deux premiers points qui interdisent la couverture par le budget principal d'un déficit de la section d'exploitation d'un budget SPIC. Ainsi, les élus communautaires ont été contraints par délibération en date du 15 décembre 2020 d'arrêter l'activité de l'abattoir Saint-Hilaire du Harcouët au 31 décembre. La dette souscrite par la communauté d'agglomération. La CRC a relevé que la communauté d'agglomération n'a pas procédé à des opérations de remboursement anticipé et n'a pas conduit d'opération de réaménagement de dette. L'ordonnateur ayant indiqué que les études qui avaient été effectuées n'en avaient pas démontré l'intérêt. Les actions qui ont été engagées, la communauté d'agglomération a effectivement mené plusieurs études de compactage, renégociation de dette. Au regard des conditions de marché à l'époque, il n'était pas opportun de procéder aux opérations de refinancement de dette.
Le contexte particulier du Covid, conjugué à une courbe des taux historiquement bas, a ouvert des opportunités pour sortir de l'état de dette de la communauté d'agglomération. Les emprunts dont les taux sont élevés comparativement aux conditions de marché. Et vous avez un ensemble d'emprunts fixes et variables qui ont pu être soldés. Ils sont en cours de remboursement anticipé. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas endormi. Alors c'est fastidieux, mais c'est réglementaire, et à titre personnel, je trouve ça très utile. En fait, ce qu'on constate, c'est que cet audit de la Chambre régionale des comptes, qui avait un objectif très précis, je le rappelle, c'était de voir comment un EPCI comme les nôtres, composé de 95 communes et qui était le résultat de la fusion de 5 EPCI, avait pu absorber le choc, pour dire clairement les choses, sur le volet budgétaire et sur le volet ressources humaines, à savoir comment les services étaient organisés. Donc certes, le rapport n'était pas tout blanc, on s'en fout, il y avait des observations auxquelles nous avons répondu, mais force est de constater que finalement ça fonctionne. En tout cas, ça fonctionnait à l'époque où le rapport a été produit, donc c'est 2019, hein, ça nous renvoie quand même presque plus de 2 ans en arrière, sur l'année 2017-2018 en effet. Hein. Donc là, les réponses sont apportées, et j'ai envie de dire que ce rapport a été très très utile, parce qu'il a attiré notre attention sur des points où nous devions inévitablement nous améliorer. Il faudrait pouvoir montrer les chiffres. Alors, ils sont déjà dans le rapport de l'année 2020. Hein. Vous pouvez comparer, hein, notamment à la fois sur la dette, sur la gestion de la dette, sur l'investissement, sur les relations qu'on est en train de mettre en place avec le monde associatif et sur ces fameuses DSP. On est en train de régler les problèmes les uns après les autres. Je vais tenter de dire, sans vouloir remettre 1 euro dans la machine de Daniel, que même la question des logements, la question qu'on se pose aujourd'hui sur le maintien ou pas des logements dans notre parc, dans notre patrimoine, est directement liée à ces observations de la Chambre régionale des comptes. Voilà. On doit se poser les bonnes questions. Quelles sont nos réelles missions? Où est-ce qu'on nous attend en termes de services publics, en termes d'accompagnement des populations? Et quels sont en effet les secteurs où on doit peut-être réduire la voilure parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Voilà. Donc, merci à David d'avoir fait cette présentation. Encore une fois, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou pour lesquelles vous avez besoin d'éclaircissement, on est à votre disposition. En tout cas, je peux vous assurer que